Chapitre final, Al-Kiboulan. Al-Kiboulan, du haut de ses 5 ans, a lancé un appel aux animaux sauvages des environs. Ils y ont répondu favorablement afin de débarrasser le pays du dictateur Manouma et de sa maléfique sœur Mapena. Le jour se lève sur la capitale de Mbeng. Des habitants délivrés du couvre-feu se lèvent pour vaquer comme d'habitude à leurs occupations. Ils sont témoins d'un phénomène inédit dans le ciel et dans certaines rues. Un épais nuage noir constitué de milliers de chauves-souris fait des cercles concentriques au-dessus de la ville. De plus, des hordes d'animaux sauvages convergent calmement vers le palais en empruntant l'artère royale. Serpents, crocodiles, gorilles, sangliers et fourmis légionnaires sont de la partie. Les animaux sont indifférents aux premiers habitants qu'ils croisent sur leur chemin. Ces derniers, effrayés par cette procession, s'empressent de s'éloigner d'eux. En tête du cortège, on peut apercevoir un vieil homme accompagné d'un gorille à dos argenté, une enfant marchant aux côtés d'un crocodile et un homme avec une énorme mygale qui lui trône sur l'épaule. Mimbu, Al-Kiboulan et Kona sont en route pour faire tomber le palais. Le reste des enfants maîtres sorciers est positionné en milieu et en fin de cortège. Dans le centre de contrôle de la population, des malabars se connectant aux yeux de quelques dizaines d'habitants voient sur leurs écrans le nuage noir au-dessus de la ville et la procession impressionnante d'animaux sauvages. Le roi Manouma est informé du phénomène et comprend qu'une grande menace se profile à l'horizon, avec Mimbu à sa tête. Le souverain donne des ordres à ses hommes de main, Djankas et Isangoma, afin de sécuriser les rues, le palais, ainsi que le centre de contrôle de la population. Des techniciens du CCP saisissent leurs boîtiers et prennent possession de plusieurs centaines d'habitants dans la ville. Les malheureux, commandés à distance par la puce P5, ont les yeux qui deviennent vitreux et ramassent à la volée tout ce qui peut leur servir d'arme pour se battre contre l'invasion d'animaux sauvages dans la ville. Des centaines de malabars, équipés aussi de bâtons à rayons laser et de masques en feuilles d'iboga, déferlent dans les rues. Ils roulent en direction du cortège tout en diffusant du gaz d'iboga nanoparticules afin de neutraliser la menace. Des sirènes retentissent dans toute la ville, appelant les habitants à prendre les armes et à défendre leur roi, qui est attaqué. Une foule d'habitants zombies, commandés par la P5, se rue sur les animaux et font le cortège en son milieu. Armés de piques, de sabres et d'autres armes blanches, ils massacrent des bêtes, en éventrant là un sanglier, un crocodile ou une girafe. Toutefois, les animaux ne répondent pas à l'attaque, car ils comprennent que ces humains sont possédés et ils ne veulent pas les tuer. Des éléphants et des rhinocéros se mettent alors sur les flancs du cortège pour créer une barrière contre les assauts. Néanmoins, quelques humains malheureux qui s'acharnent à attaquer les flancs sans succès sont écrasés par la procession qui ne s'arrête pas. C'est alors que des abeilles surgies de nulle part foncent sur les humains, sans les piquer, mais pour les gêner dans leurs manœuvres. La peur déraisonnée des hommes pour ces bestioles fait effet. Malgré la possession par la puce P5, les hommes s'enfuient du cortège, abandonnant leurs attaques sur les flancs. Des malabars sur leurs véhicules légers déboulent sur l'avant des troupes, en diffusant des jets de gaz d'iboga nanoparticules. À leur grande surprise, le gaz est inopérant sur les animaux qui continuent d'avancer. Les enfants maîtres sorciers ont mâché des écorces de baobab et d'autres racines qui les protègent également du gaz toxique. Les chauves-souris foncent alors sur les soldats du palais et ces derniers les arrosent avec leurs bâtons à rayons laser. Des volatiles grillés par les lasers émettent des petits cris aigus et tombent, fumant au sol. Mimbu, juché sur le dos de son gorille totem, fonce dans le tas,
le dos argenté saisit des malabars et les projette au loin comme des fétus de paille. La mygale de Kona, sur son épaule, lance ses pics en direction des assaillants et fait mouche à chaque fois. Son venin paralysant est d'une efficacité redoutable. Les malabars touchés tombent et convulsent avant d'être paralysés au sol. Alkebulan, sur le dos de son crocodile, l'envoie dans la bataille. Le reptile fauche des soldats avec son énorme queue dentelée. Les pics et les coups de sabre qu'il reçoit ne transpercent pas sa cuirasse ni ne touchent l'enfant. Toutefois, d'autres soldats réussissent à tirer des salves de rayons laser et désintègrent beaucoup d'animaux au sol. C'est la mêlée générale aux abords du palais. Manuma a convoqué sa sœur Mapena et depuis les tours du palais, il surveille à deux les combats. La garde d'élite des Malabars entoure le roi et sa sœur. Ces fidèles guerriers sont déterminés à défendre le souverain au péril de leur vie. Occupés qu'ils sont par le spectacle du combat à l'extérieur, les soldats ne s'aperçoivent pas de l'intrusion de millions de fourmis légionnaires à leurs pieds. Ces cohortes guerrières peuvent tuer des humains en quelques minutes. Jankas est le premier à être mordu et est immédiatement dévoré par des milliers d'insectes. Son cri sème la panique dans la tour de contrôle. Les hommes pulvérisent des bestioles, mais sont forcés de trouver refuge ailleurs. Manuma, Izangoma, Mapena et une dizaine de membres de la garde d'élite empruntent un passage secret qui conduit du palais au centre de contrôle de la population. Arrivés devant la porte blindée qui relie les deux bâtiments par un tunnel, ils découvrent que la poignée et le boîtier de commande ont été rongés par des milliers de fourmis légionnaires. Leur laser désintègre les insectes, mais l'accès à leur bunker de repli est bel et bien impossible. Un perroquet arrive dans le couloir en leur demandant de se rendre dans la grande salle de banquet et de déposer les armes. À peine a-t-il délivré son message que Manuma le tranche en deux à l'aide de son sabre royal. La bataille semble désormais perdue pour les occupants du palais. Alkebulan et ses troupes ont terrassé les centaines de Malabars qui leur faisaient face. Des blessés et des morts sont à déplorer dans chaque camp. Un éléphant défonce la lourde porte en bois massif qui donne accès au jardin du palais. Alkebulan, Mimbu et Kona investissent les lieux et ne rencontrent pas de résistance grâce à l'œuvre des forces de la nature, les fourmis légionnaires. Entre-temps, une troupe de chimpanzés a pris possession du centre de contrôle de la population. Ils ont saccagé tous les écrans et le matériel de contrôle. Les macaques espiègles, comme ils le sont, ont bastonné tous les Malabars du centre avec des branches de baobab. Les enfants maîtres sorciers, au vu de la victoire, sillonnent la ville pour expliquer la situation aux habitants, qui pour beaucoup sont restés dans leurs habitations. Les occupants du palais sont acculés dans les sous-sols du bâtiment. Se trouvant dans une impasse, ils capitulent après que leur garde d'élite ait été assommée par une troupe de gorilles à dos argenté. Le frère et la sœur sont menés manu militari dans la grande salle de banquet à la rencontre de Mimbu, d'Alkebulan et de Kona. Les trois sages remercient par télépathie tous les animaux qui leur ont permis cette victoire. Ils saluent aussi leurs totems qui ont intercédé en leur faveur afin que le règne animal se joigne à la bataille pour défendre une noble cause. Manuma et Mapena sont présentés devant les trois sages qui leur demandent de s'asseoir. Izangoma est quant à lui amené au centre de contrôle de la population afin que les chimpanzés lui donnent un avant-goût de la correction qu'il mérite. Le souverain affiche un air de mépris
envers les 3 personnes qu'il a en face de lui. Mapena baisse les yeux et sanglote en silence. Nimbu prend la parole. Seul le peuple vous jugera quand il aura appris vos forfaits. Avez-vous quelque chose à dire pour expliquer comment les enfants du roi Djanea, élevés avec de si belles valeurs, ont pu arriver à faire du mal à ce point? Manuma garde son mutisme et son air arrogant. Mapena éclate en sanglots et parle dans un charabia confus où sont mêlés des mots de regret et d'invectives envers son frère cadet. Le lendemain, le calme est revenu dans la capitale. Les enfants maîtres sorciers ont été dans les cases de soins et de régénération. Ils ont compris qu'elles ne fonctionnaient plus parce que les radiations des gaz d'iboga nanoparticules et les puces P5 bloquaient leur champ magnétique qui permet la guérison. Les habitants sont donc invités à retirer les P5. La recette du procédé leur est donnée. Badigeonner sa main d'argile et la tremper ensuite dans une décoction d'herbes anesthésiantes, puis attendre quelques heures que la micropuce remonte pour la retirer avec une petite incision. Depuis le saccage du centre de contrôle de la population, les P5 ont cessé d'émettre leur signal radio et des habitants heureux d'être délivrés de cette possession les arrachent par tous les moyens. Une foule nombreuse s'est réunie au monument de la Rose à l'annonce de la nouvelle de l'arrestation du roi et de sa sœur. Les habitants n'ont pas encore compris tous les tenants et les aboutissants du combat qui a eu lieu dans la ville, mais sont résolus à comprendre ce qui s'est passé. Alkebulan se présente à la foule et demande aux gens de s'asseoir et de former des cercles concentriques en se tenant les mains avec les yeux fermés. Elle souhaite réaliser un rituel de connexion millénaire oublié du peuple, mais conservé dans le secret de la province de Nasibi. Le roi et sa sœur sont contraints de participer à la cérémonie et font partie du noyau du cercle, qui compte, une fois complété en spirale, plus de 5000 individus. Alkebulan, qui est le début de la spirale, tient les mains de Mapena. Elle se balance de gauche à droite et scande « Alkebulan, Alkebulan, Alkebulan ». Comme par envoûtement, tous les participants se mettent à se balancer de gauche à droite au même rythme en scandant le mot Alkebulan. La transe collective opère rapidement. Tous arrivent en esprit dans la prairie des ancêtres. Des personnes décédées se connectent avec des membres de leur famille pour leur passer des messages ou simplement discuter. Segura et Frao enlacent Manuma et Mapena, qui pleurent à chaudes larmes. Le roi Djanea et la reine Ayodele sont aux côtés de leurs enfants. Après ce moment de retrouvailles, une légère décharge électrique circule dans le cercle toujours en transe. Tous peuvent alors voir et entendre tous les agissements de Mapena et de Manuma. La course folle au pouvoir qui les a menés dans une impasse spirituelle et leur a fait commettre à chacun des meurtres. Ces révélations funestes font pleurer la plupart des participants au cercle qui continuent de scander le mot Alkebulan. Mundo et Muto, les ancêtres les plus lointains du royaume, qui sont de grands maîtres spirituels, se présentent. Ils implorent le pardon du peuple pour les crimes et les souffrances commis par tous les enfants du roi Djanea. Ils proposent à Mapena et à Manuma de porter leur fardeau terrestre en prenant possession de leur corps physique pour réparer tous les dégâts qu'ils ont commis. Ainsi, les deux fauteurs de troubles pourront aller ressourcer leurs âmes dans la prairie des ancêtres. Quand le temps sera venu, ils feront le rituel inverse pour revenir purifiés dans leur corps physique. Le frère et la sœur acceptent en l'esprit de faire cet échange. Dans le cercle, on peut alors apercevoir leurs deux corps devenir luminescents.
Un souffle de fumée de couleur orange sort de leur bouche et plonge vers la terre, tandis qu'un autre de couleur jaune pénètre dans leurs narines. L'échange des âmes vient de se faire et toute la capitale, en état de transe collective, est consciente de la situation. Un frisson parcourt l'assistance qui comprend instinctivement que l'exercice vient de s'achever. Tous ouvrent les yeux, les uns et les autres se prennent dans les bras pour se réconforter dans ces bouleversements qu'ils ont vécus depuis plusieurs mois. Mundo, qui a pris l'enveloppe corporelle de Manuma, a le regard brillant et plein de sollicitude d'un aïeul qui retrouve ses petits-enfants. Muto, dont l'âme est transférée dans le corps de Mapena, se sent légère de retrouver le monde physique. Ses deux ancêtres ne s'étaient plus réincarnés sur Terre depuis plusieurs siècles. À la mort du roi Janea, le message caché des anciens était que ses enfants devaient par leurs agissements respectifs mener le pays vers un état des choses chaotiques qui conduirait finalement vers l'ordre. Dans le pays d'Alkebulan, qui signifie terre-mère, terre du peuple noir, la royauté n'a plus lieu d'être. Tous les êtres sont souverains et ont accès au divin, inscrit en eux et dans la nature. La vie s'est réorganisée autour de clans, où les décisions sont prises en commun. Le pays est toujours béni des dieux et demeure hospitalier. Au niveau international, Manuma et Mapena ont fait savoir à Mademoiselle Rostal, reine du Damerga, et au prince Vairus du royaume de Kina, que leur peuple ne souhaitait plus collaborer avec eux dans leurs expériences de transhumanisme. D'ailleurs, ces deux États ont été gagnés par une terrible insurrection qui a conduit leurs dirigeants autoritaires et apprentis sorciers à un exil dans des contrées inhospitalières. Des décennies se sont écoulées depuis le rituel de réconciliation du peuple. Des écoles de spiritualité et de sciences d'Alkebulan ont essaimé dans le pays et sont réputées dans le monde. Leur symbole est le Ankh, qui représente une clé qui est celle de la connaissance. La science d'Alkebulan est en partie basée sur la physique quantique et peut expliquer comment des corps physiques, composés de molécules, peuvent être manipulés car disponibles dans différentes dimensions. La personne qui détient la clé des dimensions sait manipuler la matière et se connecter à l'invisible qui ne l'est finalement qu'aux yeux humains. Des voyageurs et des étudiants venus de Grèce et d'Asie se sont formés dans ces écoles d'Alkebulan. De retour chez eux, ils ont propagé le savoir mathématique qui avait permis l'élévation de pyramides ainsi que d'autres connaissances ésotériques et scientifiques. Certains de ces étudiants ont même revendiqué ce savoir comme issu de leurs propres recherches et l'ont adapté à leur culture, dans des livres dits sacrés ou dans leur mythologie. Un soir de pleine lune, dans le monument de la Rose, une femme âgée d'une centaine d'années est assise et entourée d'enfants. Elle leur raconte comment dans sa jeunesse, il y a très longtemps, elle a monté un crocodile et affronté des hordes d'ennemis avec de valeureux camarades. Elle leur récite l'inscription marquée à la base d'un énorme obélisque en cristal qui trône dans la ville. Enfant d'Alkebulan, tu es fait de poussière d'étoiles, de terre et d'un rayon de soleil que le souffle divin a placé en toi. Préserve ta clé de la connaissance. N'oublie jamais que tu as rayonné et que tu brilleras toujours, tel l'astre du jour.